Remington Harlow, ingénieur en informatique prospère, et sa femme Cordelia, décoratrice d'intérieur talentueuse, étaient l'image même du bonheur conjugal pour leurs amis et voisins. Leur maison, avec sa pelouse manucurée et sa clôture blanche, témoignait de leur vie apparemment parfaite. Mais sous la surface, un courant sombre s'agite, la fascination croissante de Remington pour un tabou. Ce fantasme allait déclencher une série d'événements qui allaient briser leur existence idyllique et se terminer en tragédie. Ce qui avait commencé comme une exploration consensuelle des désirs allait se transformer en un maelstrom de jalousie, de trahison et finalement de meurtre. Remington Harlow est né en 1985 dans une famille de la classe moyenne à Eugene. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une grande intelligence et d'une fascination pour les ordinateurs. Ses parents, tous deux éducateurs, ont pour qu'il nourrit ses intérêts. À son entrée au lycée, Remington codait déjà ses propres programmes. Malgré ses prouesses académiques, il a eu des difficultés sociales, se sentant souvent mal à l'aise et pas à sa place parmi ses camarades. Cordelia Astor, née en 1987, a grandi dans une famille aisée de Seattle, dans l'État de Washington. Cadette d'une famille de 3 enfants, elle a toujours été vive et créative. Ses parents, des promoteurs immobiliers prospères, lui ont offert toutes les opportunités, y compris des cours d'art et de décoration d'intérieur. Leurs chemins se sont croisés en 2005 au Reed College de Portland. Remington, étudiant en informatique, est littéralement tombé sur Cordelia, étudiante en art de première année, dans la bibliothèque du campus. Il a été immédiatement séduit par son sourire radieux et son charme sans effort. Cordelia, quant à elle, est attirée par l'intensité tranquille et l'esprit brillant de Remington. Leur relation est un tourbillon de discussions intellectuelles, de séances de codage nocturnes, où Cordelia dessine pendant que Remington tape, et d'exploration de la scène artistique éclectique de Portland. Malgré leurs différences de parcours et de personnalité, ils ont trouvé en l'autre un complément parfait. Ils se sont mariés en 2009, peu après l'obtention du diplôme de Cordelia. Le mariage, célébré dans un vignoble pittoresque de la vallée de la Willamette, a été un événement joyeux qui semblait présager d'un avenir radieux. Remington avait déjà décroché un emploi bien rémunéré dans une start-up technologique à Portland, tandis que Cordelia commençait à se faire un nom sur le marché concurrentiel de la décoration d'intérieur de la ville. Pendant les premières années de leur mariage, la vie semblait parfaite. Ils ont acheté la maison de leurs rêves à Oak Ridge, ont voyagé dans le monde entier et se sont constitués un large cercle d'amis. La carrière de Remington a grimpé les échelons de l'entreprise jusqu'à devenir ingénieur principal dans une société de technologie. L'entreprise de design de Cordelia a prospéré et ses œuvres ont été publiées dans plusieurs magazines. De l'extérieur, les Harlow semblent avoir tout ce qu'il faut. Des carrières réussies, une belle maison et un mariage solide et mais à l'approche de la trentaine, de subtiles fissures commencent à se former dans leur façade apparemment impeccable. La scène des événements tumultueux à venir. À l'approche du 10e anniversaire de leur mariage, les Harlow commencent à s'inquiéter. La passion qui avait jadis brûlé si fort s'estompait pour laisser place à une lueur confortable mais parfois monotone. Remington, toujours introspectif, est de plus en plus attiré par les forums en ligne et les discussions sur les modes de vie sexuels alternatifs. Cela a commencé de manière assez innocente, par curiosité pour ce que d'autres couples faisaient pour pimenter leur vie amoureuse. Mais au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans ces communautés virtuelles, Remington est devenu particulièrement fasciné par le concept de cuckolding. L'idée de voir sa femme avec un autre homme, d'être le voyeur de son plaisir, éveillait quelque chose en lui. Au début, Remington a gardé ses pensées pour lui, honteux
et confus par l'intensité de ses désirs. Il se couchait tard, apparemment pour travailler. Mais en réalité, il consommait tout ce qu'il pouvait trouver sur le thème du cocufiage. Cordelia, toujours aussi perspicace, sentit le changement chez son mari. Elle avait remarqué sa distraction, la façon dont ses yeux se voilaient même parfois, au cours de leur conversation, la fréquence accrue de ses soirées devant l'ordinateur. Inquiète, elle l'a doucement questionné, lui demandant si tout allait bien, si le travail ne devenait pas trop stressant. Finalement, après des semaines de lutte interne, Remington décida d'aborder le sujet avec Cordelia. Un soir, autour d'une bouteille de vin, il avoua timidement son nouvel intérêt. Il parle de ses désirs, de sa curiosité à explorer ce fantasme, tout en surveillant le visage de Cordelia pour y déceler des signes de dégoût ou de rejet. À sa grande surprise et à son grand soulagement, Cordelia ne recula pas. Au contraire, elle écouta avec un esprit ouvert, posant des questions réfléchies sur ce qui l'attirait exactement dans ce scénario. Bien qu'elle ait exprimé des réserves initiales, elle a également admis une certaine intrigue. L'idée d'être désirée par un autre homme, d'être le centre d'attention, avait son propre attrait. Cette conversation a marqué un tournant dans leur mariage. Ce qui n'avait été qu'un fantasme privé pour Remington était maintenant révélé au grand jour, une possibilité à explorer ensemble. Aucun d'entre eux n'aurait pu prédire l'impact profond que cette révélation aurait sur leur vie, ni la voie dangereuse sur laquelle elle les mènerait finalement. L'incursion des Harlow dans le monde du cuckolding a commencé avec prudence. Ils ont établi des règles de base, discuté des limites et convenu d'y aller doucement. Mais trouver la bonne personne à introduire dans leur mariage s'est avéré difficile. Ils voulaient en fait quelqu'un de séduisant et de charismatique, mais aussi de discret et respectueux de leur arrangement. C'est là qu'entre en scène Thaddeus Blackwood. Cordelia l'a rencontré lors d'une vente aux enchères d'œuvres d'art dans le centre de Portland. Grand, avec des yeux verts perçants, Thaddeus dégageait un charme magnétique qui attirait les gens vers lui. Propriétaire d'une galerie d'art prospère, il évoluait sans peine au sein de l'élite culturelle de Portland, son esprit et ses connaissances faisant de lui le centre d'attention de tous les rassemblements. Cordelia est immédiatement attirée par l'aura sophistiquée de Thaddeus. Il passe la soirée à discuter avec animation d'artistes émergents et des dernières tendances en matière de décoration d'intérieur. Lorsque Thaddeus mentionne avec désinvolture qu'il est sans attache et ouvert à de nouvelles expériences, Cordelia ressent une étincelle d'excitation. Elle raconta sa rencontre à Remington ce soir-là, voyant ses yeux s'illuminer lorsqu'elle décrivit Thaddeus. Ils se mirent d'accord sur le fait qu'il pourrait être le candidat idéal pour leur exploration. Remington encouragea Cordelia à entretenir le lien, son enthousiasme étant palpable. Au cours des semaines suivantes, Cordelia et Thaddeus se rencontrent plusieurs fois autour d'un café, soi-disant pour discuter de collaborations potentielles entre sa galerie et son cabinet de design. À chaque fois, Cordelia rentrait chez elle pour raconter à Remington les histoires de leur rencontre, attisant ainsi son fantasme. Enfin, après une rencontre particulièrement flirteuse, Cordelia a décidé qu'il était temps d'aborder le sujet avec Thaddeus. À sa grande surprise et à sa grande joie, il fut intrigué par la proposition. Il avoua avoir déjà participé à des arrangements similaires et comprit la délicatesse requise. Avec Thaddeus à bord, le décor était planté pour que les Harlow passent donc du fantasme à la réalité. Ils sont loin de se douter que cette décision déclenchera une série d'événements qui changeront irrémédiablement leur vie. La nuit de la première rencontre arriva avec un mélange d'énergie nerveuse et d'anticipation excitée. Remington et Cordelia avaient passé des semaines à planifier chaque détail, de l'éclairage ambiant de leur chambre à coucher à la bouteille de champagne de luxe
placé dans un seau à glace. Thaddeus est arrivé à 20h, l'air vif et fringant, dans un costume anthracite taillé sur mesure. Il avait apporté un bouquet de fleurs exotiques pour Cordelia et une bouteille de rhum de scotch rare pour Remington, un geste qui les impressionna tous les deux par sa prévenance. La soirée commença dans le salon avec des boissons et une conversation légère. Thaddeus les régala d'anecdotes sur le monde de l'art, son charisme s'exprimant pleinement. Cordelia, vêtue d'une robe noire moulante, riait à ses plaisanteries et lui touchait le bras de plus en plus souvent. Remington observait la scène depuis son fauteuil, un verre de scotch à la main, son cœur s'emballant à chaque interaction entre sa femme et leur invité. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que l'alcool coulait à flot, l'atmosphère se chargeait de tensions sexuelles. Finalement, Cordelia prit Thaddeus par la main et le conduisit à l'étage en jetant un regard significatif à Remington. Dans la chambre, Remington s'installa dans un fauteuil d'angle, tandis que Cordelia et Thaddeus commençaient à s'embrasser passionnément. Lorsque Thaddeus et Cordelia tombèrent finalement sur le lit, leurs corps enlacés, Remington ressentit un puissant mélange d'excitation et une pointe de jalousie inattendue. La rencontre elle-même était intense et passionnée. Remington regardait, transi, son fantasme se déroulait sous ses yeux. La réalité était plus viscérale, plus bouleversante qu'il ne l'avait imaginé. Par la suite, alors qu'ils étaient eux et tous allongés, épuisés et silencieux, Remington ressentit un tourbillon complexe d'émotions. Il y avait la satisfaction. Certes, son fantasme de longue date s'était réalisé, mais il y avait aussi un sentiment de malaise persistant, le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. Thaddeus partit peu après en promettant de rester en contact. Remington et Cordelia, allongés dans leur lit, discutaient à voix basse et avec enthousiasme des événements de la soirée. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire que cette première rencontre ouvrirait la voie à la tragédie à venir. Ils avaient ouvert la boîte de Pandore et il serait impossible de la refermer. Encouragées par le succès de leur première incursion dans le cuckolding, elles se sont empressées d'organiser d'autres rencontres avec Thaddeus, ce qui avait commencé comme un plaisir mensuel est rapidement devenu hebdomadaire. Chaque rencontre semblait repousser les limites, Thaddeus restant plus longtemps, les séances devenant de plus en plus intenses et intimes. Le rôle de Remington commença également à évoluer. Cordelia a déclaré dans une interview qu'il s'était d'abord contenté de regarder de loin. Il s'est ensuite rapproché de l'action. Parfois, il se joignait à l'action, et la dynamique du pouvoir et du contrôle dans leur chambre à coucher est devenue de plus en plus complexe. En dehors de leur rencontre, Thaddeus a commencé à s'intégrer davantage dans leur vie. Il se joignait à eux pour dîner, accompagnait Cordelia à des expositions d'art et passait même les week-ends chez eux. Son charme et son esprit en font un compagnon charmant. Et les Harlow se surprennent à apprécier sa compagnie même lorsque l'action n'est pas à l'ordre du jour. Alors que le printemps se transformait en été, l'excitation initiale de Remington commença à céder la place à un sentiment de malaise. Il commença à remarquer des changements mineurs mais significatifs dans le comportement de Cordelia. Elle semblait distraite pendant leurs moments de solitude, l'esprit ailleurs. Elle commença à s'habiller plus souvent, même les jours où il n'avait rien de prévu, avec Thaddeus. Un soir, Remington rentra tôt du travail et trouva Cordelia au téléphone, parlant à voix basse et de manière intime. Quand elle l'a vu, elle a rapidement mis fin à l'appel, prétextant qu'il s'agissait d'un simple client. Mais Remington ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait parlé à Thaddeus au lit. La passion de Cordelia semblait s'être calmée. Elle était toujours enthousiaste lors de leur rencontre avec Thaddeus, mais seule avec Remington, elle semblait souvent fatiguée ou désintéressée. Remington se retrouvait plus souvent à initier des rapports sexuels, mais se faisait gentiment rabrouer.
Remington a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Il suggéra de faire une pause dans leur arrangement, peut-être de partir en vacances, juste tous les deux. Mais Cordelia semblait réticente, trouvant toujours des raisons de retarder ou de changer de sujet. Son travail s'en ressentait, car il passait des heures à analyser chaque interaction, chaque SMS, chaque regard entre Cordelia et Thaddeus. Il s'est mis à vérifier le téléphone de Cordelia quand elle ne regardait pas, à scruter son activité sur les réseaux sociaux, envisageant même de la suivre quand elle sortait seule. Remington savait qu'il s'enfonçait dans la spirale, mais il se sentait impuissant à l'arrêter. Le jeu qu'il avait initié lui échappait et il était terrifié à l'idée de perdre Cordelia. Plus son anxiété grandissait, plus il était déterminé à mettre fin à la situation qu'il avait créée par tous les moyens nécessaires. Le point de rupture survint lors d'une chaude soirée de juillet. Remington avait prévu un dîner romantique à la maison, espérant renouer avec Cordelia et discuter de ses inquiétudes croissantes. Il avait quitté le travail plus tôt, acheté le vin préféré de Cordelia et passé des heures à préparer un repas élaboré. Mais lorsque le soleil s'est couché et que les bougies se sont éteintes, Cordelia n'était nulle part. Son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Les heures de passèrent, les plats, soigneusement préparés, refroidissant sur la table. Lorsqu'elle est finalement entrée, peu avant minuit, les cheveux ébouriffés et le rouge à lèvres maculé, les pires craintes de Remington se sont confirmées. La dispute qui s'ensuivit fut explosive. Remington, dont les émotions avaient été amplifiées par l'alcool et des heures d'attente anxieuse, libéra toutes les craintes et les soupçons qu'il avait nourris. Il accuse Cordelia d'être tombée amoureuse de Thaddeus, de l'avoir ridiculisé et d'avoir détruit leur mariage. Cordelia, prise au dépourvu et sur la défensive, a d'abord tenté de se défiler. Elle prétend avoir perdu la notion du temps lors d'une réunion avec un client, que son téléphone est tombé en panne. Mais face aux questions incessantes de Remington et aux preuves volées de son apparence, elle a finalement craqué et admis qu'elle avait été avec Thaddeus. L'aveu a frappé Remington comme un coup physique qu'il avait soupçonné, qu'il avait craint, mais le fait de l'entendre confirmer a brisé quelque chose en lui. À ce moment-là, toute l'excitation et le frisson de leur arrangement se sont envolés. Cordelia, les larmes aux yeux, tenta de s'expliquer. Elle aimait Remington, insistait-elle, mais Thaddeus la faisait se sentir vivante comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle était confuse, déchirée entre sa loyauté envers son mari et ses sentiments de plus en plus profonds pour Thaddeus. Remington, d'une voix grave et dangereuse, exigea qu'elle mette fin à sa relation avec Thaddeus immédiatement. Cordelia, dont la colère montait, refusa. C'était l'idée de Remington au départ. Elle affirma qu'il ne pouvait pas dicter ses sentiments ou contrôler ses relations. La dispute s'envenime, et chacun dit des choses de blessantes qu'il regrettera plus tard. Remington, dans un moment de rage, a fracassé un verre de vin contre le mur. Cordelia, choquée par cette violence inhabituelle, s'est réfugiée dans la chambre d'amis, fermant la porte derrière elle. Remington passe la nuit sur le canapé, l'esprit agité, incapable de dormir. Dans les jours qui suivirent leur confrontation, un calme glacial s'installa dans la maison des Harlow. Cordelia et Remington se tournaient autour comme des fantômes, se parlant à peine, la tension étant palpable. Cordelia passait le plus clair de son temps hors de la maison, se consacrant à son travail et, comme le soupçonnait Remington, à ses rendez-vous avec Thaddeus. Remington, quant à lui, se réfugiait dans un endroit sombre de son intérieur. Il s'est fait porter pâle au travail, passant ses journées dans un brouillard d'alcool et de pensées le paranoïaque. Il fouille l'ordinateur et le téléphone de Cordelia à la recherche de preuves de sa relation avec Thaddeus,
documentant méticuleusement chaque message, chaque appel, chaque absence inexpliquée. Remington a commencé à fantasmer sur la possibilité d'affronter Thaddeus, de lui faire payer la destruction de son mariage. Au début, il ne s'agissait que de rêveries inoffensives, d'un moyen d'évacuer sa frustration. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que Cordelia s'éloignait, ses fantasmes ont pris une tournure plus sombre et plus violente. Un après-midi, alors que Cordelia était en réunion avec un client, Remington se retrouva dans leur garage, tenant la lourde clé à molette qu'il utilisait pour les réparations domestiques. Alors qu'il sentait son poids dans sa main, une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Il devrait être si facile de mettre fin à cette situation et d'éliminer une fois pour toutes la menace qui pèse sur son mariage. Horrifié par la tournure de ses pensées, Remington laisse tomber la clé et s'enfuit du garage. Mais la graine avait été plantée. Alors qu'il arpentait la maison en avalant des verres de whisky, l'idée prit racine et grandit. À la tombée de la nuit, ce qui n'était au départ qu'une pensée fugace et horrifiante s'était cristallisé en un plan. Le 15 août, l'aube est chaude et humide. L'air aidé lourd de la promesse d'un orage imminent. Remington se réveilla tôt, la tête battant la chamade, après une nouvelle nuit de beuverie. Mais sa détermination était inébranlable. Aujourd'hui serait le jour où il affronterait Thaddeus, le jour où il reprendrait le contrôle de sa vie et de son mariage. Il passe la matinée dans un état de préparation fébrile. Il se doucha, se rasa et s'habilla avec un soin méticuleux, comme s'il se préparait à une importante réunion d'affaires plutôt qu'à la violente confrontation qu'il prévoyait dans le garage. Il choisit la clé à molette qu'il avait tenue quelques jours plus tôt, l'enveloppa dans une serviette et la plaça dans un sac de sport banal. Cordelia partit au travail vers 9 heures du matin, reconnaissant à peine Remington alors qu'elle se précipitait vers la sortie. Dès qu'elle fut partie, Remington prit sa voiture et se rendit à la galerie de Thaddeus. Il se gara de l'autre côté de la rue et regarda Thaddeus arriver, saluant ses employés avec le charme qui le caractérisait. Pendant des heures, Remington s'était resté assis dans sa voiture. À l'approche de l'heure de fermeture, Remington regarda Thaddeus dire au revoir à son dernier client et commencer à fermer la galerie. C'était le moment qu'il attendait. Les mains tremblantes, il prit son sac de sport et traversa la rue. Thaddeus était en train de fermer la porte de la galerie lorsque Remington s'approcha. Il se retourna, la surprise traversant son visage, avant de se transformer en un sourire méfiant. « Remington, dit-il, c'est inattendu. Tout va bien ?» Remington ressentit une poussée de rage devant le ton désinvolte de Thaddeus, comme s'il n'avait pas détruit la vie de Remington depuis des mois. Sans réfléchir, il balança le sac de sport, prenant Thaddeus au dépourvu et l'envoyant trébucher contre la porte de la galerie. Ce qui suivit fut un flou de violence et de désespoir. Remington a sorti la clé à molette, la balançant sauvagement, tandis que Thaddeus tentait de se défendre. Mais Remington n'a plus de raison d'être. Chaque coup était alimenté par des mois de jalousie, d'insécurité et de rage. Quand tout fut terminé, Remington se tenait, haletant, devant le corps immobile de Thaddeus, la clé à molette gorgée de sang dans sa main tremblante. La réalité de ce qu'il avait fait le submergea comme un raz-de-marée. Il venait de tuer un homme. Il venait de détruire sa propre vie dans une vaine tentative de la sauver. Remington s'efforça de brouiller les pistes. Il traîna le corps de Thaddeus dans l'allée, derrière la galerie, le cachant derrière une benne à ordures. Il a essuyé la poignée de la porte et toutes les surfaces qu'il avait pu toucher. Puis, toujours en état de choc, il était rentré chez lui, le poids de ses actes se déposant sur lui comme un linceul. L'orage qui avait menacé toute la journée a finalement éclaté lorsque Remington s'est égaré dans son allée, la pluie effaçant le sang sur ses mains, mais ne faisant rien
pour purifier sa conscience. Les heures celles qui suivirent tout le meurtre s'écoulèrent dans un flou cauchemardesque pour Remington. Il trébucha dans la maison, atteignant à peine la salle de bain avant de vider violemment le contenu de son estomac. Lorsque l'adrénaline se dissipe, il prend conscience de l'impact de ses actes. Il avait tué un homme, il était un meurtrier. Fonctionnant en pilote automatique, Remington entreprend de détruire les preuves. Il brûla ses vêtements dans le foyer de l'arrière-cour, nettoya la voiture et prit une douche. Lorsque Cordelia rentra à la maison, Remington s'était suffisamment calmé pour faire semblant d'être normal. Il l'accueillit avec une gaieté forcée et lui proposa de commander un plat à emporter et de regarder un film. Alors qu'il s'asseyait sur le canapé, la télévision clignotant sans être regardée, l'esprit de Remington s'emballait. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le corps de Thaddeus ne soit découvert. Il avait besoin d'un alibi, d'une histoire à raconter. Lorsque les inévitables questions sont arrivées, il a mentionné à Cordelia qu'il avait passé la journée à la maison, à rattraper son retard et à faire un peu de jardinage. Il lui montra même une petite coupure à la main, affirmant qu'il s'était entaillé en taillant les rosiers. Une coupure qui provenait en fait de sa lutte avec Thaddeus. 2 jours après le meurtre, la nouvelle tombe. Thaddeus Blackwood, marchand d'art, réputé et figure de proue de la scène culturelle de Portland, a été retrouvé mort derrière sa boutique. La police considère qu'il s'agit d'un homicide. Remington apprend la nouvelle alors qu'il est au travail. Il a entendu ses collègues discuter de la nouvelle choquante. Il a senti le sang s'écouler de son visage, ses mains tremblaient tellement qu'il a dû s'excuser pour aller aux toilettes. L'enquête a progressé rapidement. L'inspecteur Eliana Rossi, vétéran de la division des homicides du bureau de police, a pris l'affaire en main. Elle et son équipe ont passé au peigne fin la vie de Thaddeus, interrogeant ses amis, sa famille et ses relations professionnelles. Ils ne tardent pas à découvrir la relation de Thaddeus avec les Harlow. Cordelia, dévastée par la nouvelle de la mort de Thaddeus, a d'abord tenté de minimiser leur lien, mais face aux enregistrements téléphoniques de Thaddeus et aux témoignages, elle finit par admettre leur liaison. Lorsque la police est venue interroger Remington, il était préparé. Il s'est dit choqué et attristé par la mort de Thaddeus, reconnaissant que même si leur arrangement n'était pas conventionnel, il considérait Thaddeus comme un ami. Il a calmement raconté ses déplacements le jour du meurtre, son histoire correspondant parfaitement à ce qu'il avait dit à Cordelia. L'inspecteur Rossi, cependant, a senti quelque chose d'anormal dans le comportement de Remington. Son calme semblait forcé, son chagrin un peu trop théâtral. Elle note mentalement qu'elle devra approfondir ses antécédents et ses mouvements. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la police a commencé à reconstituer la chronologie de la dernière journée de Thaddeus. Les vidéos de sécurité des commerces voisins le montrent entrant dans la galerie le matin, mais n'en sortant jamais. Son dernier appel téléphonique avait été pour Cordelia, et s'était terminé brusquement à l'heure de la fermeture. Le filet se resserrait lentement autour de Remington. Au fil des jours et des semaines, le chagrin de Cordelia face à la mort de Thaddeus s'aggrave. Elle se lança à corps perdu dans son travail, restant souvent tard au bureau, évitant les silences guindés qui caractérisaient désormais sa vie de famille avec Remington. Au début, l'attention de Remington après la tragédie l'avait touché. Il semblait sincèrement s'inquiéter pour elle, bien étant toujours prêt à lui adresser un mot réconfortant ou une épaule sur laquelle pleurer. Mais avec le temps, elle allait commencer à remarquer des incohérences dans son comportement. Cordelia se remémora les événements qui avaient précédé la mort de Thaddeus. Elle se souvient de la jalousie de Remington, de ses appels désespérés pour qu'elle mette fin à sa liaison. Plus elle y pensait, plus un terrible soupçon commençait à s'installer dans son esprit.
Elle alla commencer à s'intéresser de plus près aux actions de Remington, notant quand il quittait la maison, vérifiant l'historique de son navigateur quand il n'était pas là. Elle a même envisagé d'engager un détective privé, mais n'a pas pu se résoudre à franchir ce dernier pas. Ses soupçons grandissaient, tout comme sa peur. Si Remington était capable de ce qu'elle commençait à soupçonner, de quoi d'autre pouvait-il être capable? Pour la première fois depuis le début de leur mariage, Cordelia a peur de son mari. Elle n'est donc pas sûre de l'homme qu'elle a promis d'aimer. Pour le meilleur et pour le pire. La percée dans l'affaire est venue d'une source inattendue. Un sans-abri connu pour fréquenter la ruelle derrière la galerie de Thaddeus s'est présenté avec des informations. Il affirme avoir vu un homme correspondant à la description de Remington entrer dans la ruelle la nuit du meurtre, muni d'un sac de sport. Cette nouvelle piste a relancé l'enquête. L'inspecteur Rossi et son équipe ont commencé à examiner de plus près les mouvements de Remington. Ils découvrent des images de caméras de circulation qui contredisent son alibi, montrant sa voiture près de la galerie à l'heure du meurtre. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent, le comportement de Remington devient de plus en plus erratique. Il a commencé à boire beaucoup, à s'en prendre à ses collègues et à devenir paranoïaque à l'idée d'être suivi. Cordelia, dont les soupçons semblaient désormais confirmés, a commencé à prendre ses distances avec lui, logeant chez un ami sous prétexte qu'il avait besoin d'espace pour faire son deuil. La dernière pièce du puzzle se met en place lorsque la police, munie d'un mandat de perquisition, trouve dans la voiture de Remington de petites traces de sang correspondant à l'ADN de Thaddeus. Ils découvrent également l'arme du crime, la clé à molette tachée de sang que Remington avait cachée dans le grenier. Il n'avait pas pu se résoudre à s'en débarrasser complètement. Par une matinée pluvieuse de septembre, près d'un mois après la mort de Thaddeus, l'inspecteur Rossi est arrivé à la résidence des Harlow avec une équipe de policiers. Il trouve Dom Remington assis dans le salon, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. Lorsque l'inspecteur lui a lu ses droits, Remington n'a opposé aucune résistance. À ce moment-là, il éprouve un étrange sentiment de soulagement. Le jeu était terminé. Les mensonges, la peur, la vigilance constante. Tout pouvait s'arrêter maintenant. Le procès de Remington Harlow fut bref mais sensationnel. Il plaida coupable de meurtre au second degré, ses aveux étant un récit décousu de jalousie, de fantasmes et d'obsession fatale. Il est condamné à une peine de prison de 25 ans à la perpétuité. Cordelia, brisée par la révélation des actes de son mari, demande le divorce. Peu de temps après l'arrestation de son mari, elle a vendu leur maison, incapable de vivre avec les souvenirs qu'elle contenait, et a déménagé hors de l'État pour commencer une nouvelle vie.